Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Oui, je pense que c'est bon. Donc, pas évident. Alors, on va peut-être lancer la présentation en même temps que je commence. Merci. Donc, peut-être déjà rappeler que c'est pas facile de passer en troisième position après mes collègues parce que bien entendu leur présentation était fort intéressante et brillante, mais également parce que j'imagine que votre attention à tous et à toutes est limitée. Et donc derrière un écran, on est toujours difficilement captable. Donc je vais faire au mieux et au plus vite pour effectivement vous parler de cette question de la responsabilité des entreprises et des programmes de fidélité. Alors, comme l'ont fait mes collègues, me rappeler rapidement qui je suis. Donc, je suis également maître de conférence à l'IAE de Bordeaux et également impliquée dans cet observatoire depuis sa création par Jean-François et Agnès, et très heureuse d'y participer. Et quant à mon rôle dans cet observatoire, en tout cas aujourd'hui, c'est de vous présenter des réflexions qui sont issues d'une collaboration entre Agnès, entre nous enseignants-chercheurs et avec les étudiants, puisqu'Agnès nous soumet tous les ans des problématiques nouvelles, hein, des nouvelles tendances en termes de programmes de fidélité, et nous faisons travailler nos étudiants sur la compréhension de ces tendances et les réactions des individus consommateurs clients à ces nouvelles observations, à ces nouveaux programmes qui apparaissent sur les marchés. Et depuis 2 ans, effectivement, cette question de l'éco-responsabilité nous a intéressés parce que c'est à la fois un sujet qui est extrêmement prégnant pour les consommateurs, et on voit dans les statistiques, dans les déclarations, que c'est un sujet fort important. Un exemple parmi d'autres, j'ai pas cité la source, hein, c'est Shopper Observer 2020. 81% des clients déclarent qu'ils sont prêts à délaisser une enseigne, une marque, si cette marque ne partage pas leurs valeurs. Et donc on voit bien que pour les clients, c'est important au niveau, en tout cas, de ce qu'ils déclarent. Même si effectivement, comme l'a rappelé Michael ou déplorait Philippe, dans la pratique, on a encore peut-être du mal à accepter certains changements dans nos comportements, dans nos habitudes, dans nos programmes de fidélité pour aller vers la mise en œuvre d'une consommation qui serait plus socialement responsable. Et donc on est parti de ces constats, d'une importance déclarée des consommateurs. Derrière, on note aussi que pour les entreprises, pour les enseignes, c'est aussi un sujet qui est d'actualité, hein, l'engagement responsable. Ça fait longtemps qu'elles mettent en place des politiques de responsabilité sociale au sein de leurs entreprises de façon très globale. Et je vous invite à aller voir le site du baromètre Enseigne et responsabilité qui depuis 5 ans mesure l'évolution de l'implication RSE des enseignes et qui montre bien qu'il y a une forte progression dans les mises en œuvre et dans l'implication qu'elles ont à l'encontre de la société tout entière. Donc d'un côté, on a des consommateurs qui sont en attente de ça, d'un autre côté, on a des enseignes qui font des choses, et en même temps, alors ça c'est un regard plus universitaire mais intéressant aussi, on a des travaux comme par exemple ceux de Dekili, alors ça date de 2016 mais c'est toujours intéressant, qui nous montrent que malgré tout, les clients ont beaucoup de mal à faire confiance à ces enseignes et ne leur font pas tout à fait confiance dans leur discours d'éco-responsabilité, et qu'il y a une sorte de paradoxe dans l'engagement existant et la perception de cet engagement. En gros, tout se passe un petit peu comme si le client type pensait qu'une enseigne allait juste motivée par la dimension économique et mercantile, et que l'engagement sociétal implique des valeurs de désintéressement, et n'arrive pas à mettre les deux sur le même plan. Donc on est parti un petit peu de ces constats qui sont intéressants parce qu'ils sont un petit peu contradictoires, et on s'est demandé si on pouvait pas, pardon, c'est ici, on s'est demandé comment les enseignes pouvaient réussir à convaincre finalement les clients de la sincérité de leur engagement par peut-être d'autres voies que celles qu'elles utilisent actuellement. Et notamment, on s'est demandé dans quelle mesure le programme de fidélité ne pouvait pas être un levier intéressant pour transmettre de façon authentique les valeurs sur lesquelles les entreprises et les enseignes s'engagent dans leur responsabilité. Donc on a pris le problème un petit peu à l'envers par rapport à l'an dernier, et plutôt que de partir du programme de fidélité responsable, on est parti de l'engagement des entreprises en se demandant comment celui-ci pouvait être un vecteur, un support de l'engagement de l'enseigne, et on est parti effectivement du principe ou de l'idée qu'il y avait cet engagement préalable, qu'il y avait cet engagement authentique, et un besoin de le faire connaître, comprendre à ses clients.
Donc on est parti de ces idées-là, de ce levier marketing que sont les programmes de fidélité, comme pouvant potentiellement, par leur dimension responsable, aider les enseignes à engager les clients avec elles, et notamment à proposer aux clients de s'investir avec elles, à ses côtés, pour une économie plus durable. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de notre réflexion sur l'observation de ces pratiques pour essayer de comprendre ces tensions qu'on avait observées. Donc on peut donner quelques exemples de programmes de fidélité responsable pour mieux comprendre comment est-ce qu'ils proposent aux consommateurs de les engager. Alors par exemple celui de Nature et Découverte qui va proposer de reverser une partie de l'adhésion de la cotisation à la fondation Nature et Découverte. On peut citer aussi un programme assez différent, celui de Jules, hein, qu'on voit beaucoup en ce moment dans l'industrie textile, qui consiste à proposer aux consommateurs de récupérer des points, non pas par leurs achats, mais par leur bon comportement. Donc à mesure qu'ils ramènent des vêtements usagés, on crédite des points sur leur cagnotte, et ça leur permet de bénéficier de bons de réduction. Donc une autre façon de parler de responsabilité ou d'engager le consommateur. Ou encore, on peut citer, alors celui-là je vais le passer, on en avait parlé l'an dernier, on peut citer aussi l'exemple de Body Shop qui en la matière a une certaine antériorité et qui va proposer à ses consommateurs ce que disait tout à l'heure Philippe, c'est-à-dire de donner une partie de sa cagnotte à une association partenaire de The Body Shop, et plutôt que de conserver son bon d'achat ou son bon de réduction, de le reverser à une association. Donc tous ces programmes de fidélité sont effectivement intéressants, ils vont dans le sens d'une transmission de l'engagement des entreprises à l'éco-responsabilité, c'est ce qu'on pourrait appeler des programmes de fidélité pro-sociaux ou programmes de fidélité responsables, engagés, je ne sais pas trop comment les traduire. Ils sont intéressants, mais en même temps, avec Michael l'an dernier, on avait repéré que les consommateurs, et puis d'ailleurs ça se confirme cette année, sont assez réticents à céder les anciens programmes aux nouveaux programmes. Et peut-être qu'on s'est dit que finalement, la réticence, elle venait du fait que c'est sur le consommateur lui-même que porte l'effort, et c'est à lui de faire les pas dans une consommation éco-responsable, et que finalement l'enseigne dit assez peu de choses de la manière dont elle-même s'engage dans la démarche avec le client. Et donc on a voulu un petit peu mieux comprendre si on ne pouvait pas mettre les deux sur le même plan pour amener à une plus grande efficacité de ces programmes de fidélité pro-sociaux. Donc dans l'étude qu'on a menée cette année, c'est vraiment la question qu'on s'est posée, et on s'est concentré sur un type particulier de programme de fidélité pro-sociaux, qui n'est pas celui de Jules que je viens de présenter, mais plutôt celui de Body Shop, c'est-à-dire un programme de fidélité altruiste où l'enseigne propose aux clients de reverser une partie de ses points à une association. Donc dans ces programmes de fidélité, on va appeler les rétributions, on va les appeler des mix rewards, parce qu'elles proposent les deux. Elle ne propose pas uniquement de donner ses points à des associations, mais elle propose de donner toute ou partie de ses points de son chèque à une association. Donc les bénéfices qu'on offre aux clients sont à la fois égoïste et à la fois altruiste. J'utilise ma cagnotte pour moi si je le veux, aujourd'hui, et demain pour une association, ou je peux donner la moitié aujourd'hui, la moitié demain. Je me débrouille comme je veux pour pouvoir mixer l'ensemble de ces bénéfices et offrir. Donc on est parti sur ces programmes de fidélité, et on s'est demandé effectivement comment est-ce qu'on pouvait les utiliser pour transmettre les engagements des marques en matière de responsabilité. On a d'abord bien sûr regardé la littérature sur ces programmes de fidélité qui sont très cohérents avec les résultats de l'observatoire, et qui montrent que finalement quand on les soumet, alors c'est souvent des études qui sont sous forme d'expérimentation avec des mises en situation, c'est pas des vrais programmes, c'est des faux programmes, c'est des fausses marques, donc résultats à prendre toujours avec un peu de recul, mais qui sont plutôt des résultats scientifiques. Et en fait, ces travaux qui ont été menés sur ces programmes de fidélité pro-sociaux disent exactement ce qu'a dit Michael, c'est-à-dire que les clients sont pas très attirés par ces programmes de fidélité, et qu'ils n'améliorent pas véritablement la fidélité des clients.
L'an dernier, on a publié avec Michael et puis un autre collègue italien deux papiers et deux recherches qui montrent effectivement qu'ils ne sont pas tout à fait bénéfiques en termes, ils n'améliorent pas la fidélité des clients, et certains travaux vont même dans le sens d'une détérioration de la fidélité des clients en faisant passer l'idée que finalement ils diminuent la valeur économique du programme. On a l'impression que le programme nous rapporte moins si on offre nos points à une organisation. Donc effectivement, du point de vue purement comportemental, il n'y a pas véritablement de bénéfice pour l'organisation à aller dans le sens d'un programme de fidélité prosocial. En même temps, d'autres résultats, et c'est aussi ce qu'on montre avec Mickaël dans nos deux papiers, c'est que si l'effet n'est pas sur la fidélité, il est beaucoup sur l'image RSE, c'est-à-dire la croyance que l'organisation s'engage aux côtés de la société dans des actions qui sont bénéfices. Et donc, le travail de Parguel et Ben Mimoun montre bien que le programme de fidélité tel que je viens de le définir avec ces mix rewards améliore l'image de l'enseigne, et notamment encore plus lorsque les enseignes vont laisser la possibilité aux clients de choisir la cause à laquelle ils veulent donner. Et également, elle montre que ça marche d'autant mieux en termes d'image RSE que les clients sont de gros clients avec des dépenses qui sont très élevées. Donc on a voulu poursuivre un petit peu ces travaux et ces réflexions en se demandant dans quelle mesure on ne pouvait pas aussi utiliser l'engagement préalable de l'entreprise dans une cause, c'est-à-dire son engagement véritable dans des actions de RSE, pour amplifier cet effet d'image qu'on peut observer sur les programmes de fidélité prosociaux. Et donc on a voulu comprendre si le fait de dire aux clients que l'on s'engage dans une cause et de leur proposer de s'engager à nos côtés dans cette même cause, est-ce que cela pouvait amplifier l'effet d'image positive qui a priori existe déjà dès qu'on a un programme de fidélité prosociale? Est-ce qu'on ne pouvait pas amplifier cet effet de cette manière-là et donc pouvoir identifier des effets bénéfiques de ces programmes, non pas en termes de pure fidélité court-termiste et transactionnelle, mais peut-être d'attachement, d'identification à la marque et donc de véritables relations à long terme. Donc avec les étudiants et avec Michael, on a construit une étude un petit peu complexe, quantitative, avec un questionnaire qu'on a fait administrer en ligne par nos étudiants. C'est une grosse base de données qu'on a ainsi constituée avec plus de 1400 réponses de consommateurs français. On s'est intéressé à un seul et unique secteur qui était le secteur hygiène, beauté, avec des enseignes comme Nocibé, Sephora, etc. Et on a fait une quasi-expérimentation, c'est-à-dire une mise en situation. Dans ces quasi-expérimentations, on projette le répondant dans une situation fictive et on lui demande de répondre à un tas de questions dans cette situation fictive. Donc tout d'abord, dans notre questionnaire, on demandait tout un tas d'informations sur l'enseigne qu'ils fréquentaient, sur leur comportement de fréquentation de ces enseignes de beauté et d'hygiène, sur leur préférence ou pas des programmes de fidélité, sur leurs attitudes avec les programmes de fidélité. Et ensuite, on leur disait, imaginez maintenant qu'une nouvelle enseigne arrive sur le marché. Cette nouvelle enseigne propose les mêmes produits au même prix, mais s'engage pour l'environnement et propose de reverser une partie de son chiffre d'affaires à une association. Vous connaissez sans doute tous cette association qui est 1% pour la planète. Donc elle reverse 1% de son chiffre d'affaires à 1% pour la planète. Donc vous voyez, c'est un engagement éco-responsable de la part de l'enseigne. Et ensuite, on leur proposait, alors c'était réparti de façon aléatoire selon les répondants à notre enquête. Certains étaient soumis à un scénario dans lequel il y avait un programme de fidélité classique, c'est-à-dire pas de dimension éco-responsable, pas de dimension altruiste. On vous offre des points à mesure que vous achetez, et au bout d'un certain temps, vous avez un chèque que vous pouvez utiliser. On s'est appuyé sur ce qui existait. Je crois qu'on a pris appui sur le modèle Nocibé, mais je me souviens plus exactement. Donc on a repris exactement un programme de fidélité classique. Et puis on en a dans un autre scénario, toujours l'entreprise était engagée et en plus elle proposait aux clients de reverser une partie de ses gains de fidélité à la même association qui était 1% pour la planète. Donc on a comme ça plusieurs scénarios qui se profilent. Donc l'enseigne est responsable, son programme de fidélité est classique. L'enseigne est responsable, son programme de fidélité est altruiste. Et puis bien entendu, on a aussi une autre situation dans laquelle on contrôle, un scénario de contrôle. C'est-à-dire cette enseigne-là, on ne mentionne pas qu'elle s'engage et puis le programme de fidélité reste extrêmement classique. Tous les 200 points, vous avez un chèque de fidélité de 10 €.
Donc ici, je vais vous présenter quelques résultats, les premiers résultats de cette étude. On n'a pas encore, avec Mickaël, fait les traitements que l'on souhaite faire, mais je pense que dans le cadre de cet observatoire, c'est déjà l'idée d'avoir un premier débroussaillage de nos résultats. Donc c'est pas une recherche aboutie, mais ce sont déjà des premiers résultats. Donc ce qu'on a vérifié, en fait, pour chacun des scénarios, on a comparé l'attitude vis-à-vis du programme de fidélité, qu'il soit classique ou qu'il soit altruiste. Et puis on a aussi regardé les effets sur l'image, hein, l'image RSE de l'entreprise. Donc en ce qui concerne la perception du programme de fidélité, hein, donc je rappelle tout à l'heure, je disais que la plupart des travaux montrent que lorsqu'on a un programme de fidélité altruiste, le programme de fidélité n'est pas mieux perçu que quand il n'y a pas de dimension altruiste, voire même est moins bien perçu. Et bien là, on se rend compte que lorsque l'entreprise déclare son engagement et que le programme de fidélité lui soutient lui aussi l'engagement et propose aux clients de s'engager sur le même terrain que nous, ça améliore quand même l'attitude vis-à-vis du programme de fidélité. Alors la différence, elle est faible, mais elle est statistiquement significative, donc c'est intéressant aussi. Donc le programme est mieux perçu lorsque on rajoute une dimension altruiste par rapport à l'absence de cette dimension altruiste. Alors, le programme de fidélité, c'est aussi l'intention d'adhérer. Donc, effectivement, c'était le cas d'une nouvelle enseigne qui propose un nouveau programme de fidélité. J'adhère pas. Là aussi, rajouter une dimension éco-responsable peut être un levier de l'engagement dans le programme de fidélité. Donc là aussi, différence faible mais significative. Hein, c'est sur des échelles de 1 à 7. Et donc, l'adhésion au programme de fidélité est plus forte si on rajoute cette dimension altruiste. En revanche, quand on demande si les gens ont l'intention de dépenser plus dans cette enseigne, d'avoir un panier moyen qui serait plus élevé ou d'augmenter leur fidélité à cette enseigne, en revanche, on ne note pas de différence significative. La différence existe, mais elle n'est pas significative sur le plan statistique. Donc pas de différence en termes de fidélité, j'ai envie de dire comportementale, mais en termes de préférence pour le programme et en termes d'intention d'adhérer, oui, on observe des différences plutôt positives, qui va donc peut-être dans le bon sens, Philippe, par rapport à ton scepticisme de tout à l'heure. Et après, peut-être plus intéressant aussi, on remarque que peut-être l'effet de ce genre de programme ne se situe pas sur l'attitude vis-à-vis du programme, mais sur la dimension image. Et là aussi, on se rend compte que l'image RSE perçue, hein, c'est-à-dire le fait que cette enseigne agit de façon éthique, est améliorée par l'ajout de cette dimension éco-responsable dans le programme de fidélité. Donc là, j'ai comparé la situation classique, c'est-à-dire le programme de fidélité n'a pas de bénéfices altruistes, ne vous propose pas d'offrir vos dons. Une situation mixte, il le propose si vous le souhaitez, et une situation où on n'a ni engagement de l'entreprise, ni engagement dans le programme de fidélité, qui est bien entendu beaucoup plus inférieur à ça. Donc un effet positif, pareil, assez faible, mais un effet positif. Et puis on est allé un tout petit peu plus loin aussi, parce que dès qu'il y a image RSE, il y a toujours des questionnements sur le pourquoi de l'image. C'est ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire des tendances à donner des explications à ce qu'on observe. Pourquoi l'entreprise s'engage-t-elle? Est-ce qu'elle le fait de façon opportuniste, pour des raisons d'image, ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle est sincère? C'est ce qu'on va appeler l'inférence de motivation extrinsèque, elle est opportuniste, ou intrinsèque, elle est sincère. Et donc on a mesuré la différence également. Et donc là aussi, on observe une différence intéressante, puisque lorsque le programme de fidélité est mixte, les inférences de motivation intrinsèque, c'est-à-dire la croyance que l'entreprise fait ça pour de bonnes raisons, parce qu'elle y croit vraiment, est améliorée par rapport à si elle s'engage sans le transmettre dans son programme de fidélité. Et puis, concernant les motifs extrinsèques, l'inférence de motifs extrinsèques, c'est-à-dire le fait de faire ça pour de la com, pour des motifs opportunistes, n'est pas ni amélioré ni diminué. Alors on aurait pu s'attendre à ce que ça soit diminué, ça ne l'est pas, mais en tout cas c'est égal dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, c'est quelques premiers résultats de cette première étude. Alors je ne sais pas si c'est en long, en large et en travers comme l'a annoncé Mickaël, mais c'est déjà des premières conclusions. Donc moi j'ai envie de dire que d'apporter un petit message un peu plus positif par rapport à ce qu'on avait pu dire l'an dernier, c'est que ces programmes de fidélité altruistes peuvent améliorer quand même significativement, mais faiblement, l'image de l'entreprise et les attitudes vis-à-vis des programmes de fidélité, peuvent être aussi des déclencheurs pour l'adhésion au programme de fidélité, et que finalement c'est peut-être une bonne idée que d'associer les clients
à ses propres combats via le programme de fidélité, notamment pour des entreprises qui ont des missions, qui se battent elles-mêmes sur ce terrain-là. D'engager les clients à leur côté, c'est une bonne façon d'améliorer la sincérité perçue de leur engagement. Alors, comme je le disais, c'est vraiment des premiers résultats que j'ai identifiés ici. On va essayer d'améliorer aussi parce que, bien entendu, qu'il doit y avoir des différences, hein, comme l'a montré Mickaël, il y a des typologies de clients en termes de fidélité. Donc, ça va sans doute aussi, les réactions dépendre de la sensibilité de chacun aux causes défendues. Ça va sans doute dépendre, peut-être, comme le disait Barguel et Ben Mimoun, de panier moyen, gros acheteurs, petits acheteurs. Bien sûr, peut-être aussi dans son implication dans la catégorie de produits, hein, une différence entre des consommateurs qui seraient très attachés à l'hygiène, beauté, maquillage et d'autres qui seraient peut-être un petit peu moins impliqués là-dedans. On peut aussi se douter qu'il y aura un rôle entre la cohérence de la cause soutenue et du métier de l'enseigne. Hein, pour vous prendre un exemple un peu caricatural, hein, j'imagine une entreprise qui ferait, je sais pas moi, Charal par exemple, qui pourrait proposer de s'engager pour la cause de la défense animale, c'est peut-être sans doute très très mal perçu. Donc plus il y aura un fit, plus il y aura une cohérence, mieux ce sera aussi. Et puis, bien sûr, ce qui va nous intéresser, nous, en tant que chercheurs, c'est de comprendre les mécanismes sous-jacents de ces effets. Et là, on a deux pistes avec Mickaël qu'on a envie d'explorer. Celle de l'utilisation d'un concept qui s'appelle le warm glow. C'est une sorte d'altruisme, mais pas tout à fait pur. On appellerait ça un altruisme impur. C'est le fait d'être content de contribuer et que ça nous donne une satisfaction personnelle, une sorte voilà, content d'avoir fait une bonne action. Donc c'est faire une bonne action parce que ça nous apporte de la satisfaction tout simplement, et pas pure comme certaines formes d'altruisme, qui peut-être est un mécanisme qui expliquerait les effets positifs de ces programmes de fidélité sur la fidélité à l'enseigne. Et puis également, on va travailler sur la proximité perçue avec l'enseigne et comment ce genre de programme de fidélité peut peut-être améliorer les attitudes vis-à-vis de l'enseigne via cette proximité perçue avec l'enseigne des valeurs qu'on va partager, qui était le point de départ de ce travail. Donc voilà pour cette présentation, toujours un peu étrange de présenter face à son ordinateur et face à soi-même deux fois en plus, puisque je me vois deux fois. Mais j'espère que vous m'avez suivi et que j'ai pu être suffisamment claire dans cette présentation. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention.